Hello à tous, avec mon mari David, on avait toujours l'envie d'aller en Amazonie en mode aventurier. On a programmé notre voyage au départ de Paris en direction de la Guyane. Pour préparer notre voyage, on avait un peu regardé toutes les infos qu'on pouvait trouver sur internet et on a trouvé que finalement, alors il y avait bien des guides qui avaient été faits, qui étaient en libre accès sur le net, mais pas tant de blogs ou de vidéos de personnes comme nous qui avaient envie de découvrir la Guyane française et notamment la partie forêt de manière indépendante. Il y avait beaucoup de parcours qui étaient proposés par des guides, mais du coup, c'était payant et assez onéreux. Nous, on avait envie de le faire vraiment en mode sac à dos. Il y avait vraiment de quoi survivre seul et en totale autonomie. On avait le nécessaire pour dormir avec les hamacs, chacun la toile pour se protéger des moustiques. On avait un sac de couchage léger pour dormir. On avait tout ce qui est lumière parce que dans la forêt, à partir de 16h30 parfois, la nuit tombe. Un savon pour l'hygiène qui faisait cheveux, brosse à dents, pour se laver les dents et pour se laver le corps. Donc c'était multifonction, laver le linge aussi. Sac sous vide de nourriture pour tenir vraiment 3 semaines. Donc plutôt avec des choses comme du riz, des pâtes, un peu d'épices dedans, des petits snacks aussi avec du lait déshydraté, un peu de baies séchées, enfin des fruits secs, enfin vraiment le nécessaire. On avait camelback chacun de 3 litres à mettre dans le sac. On avait aussi une machette pour pouvoir un peu nettoyer la forêt si on devait dormir sur un lieu, voilà, qu'on puisse un peu débroussailler à la main ou pour avancer un petit peu en autonomie. Évidemment, avant de voyager, quelques semaines avant, on s'était fait vacciner contre la fièvre jaune pour être au point de vue santé, pareil, une trousse de soins avec un peu tout le nécessaire en cas d'urgence, etc. Je m'étais un peu renseignée auparavant sur les lignes de bus pour pouvoir voyager d'une ville à l'autre. Il y avait quelques horaires que j'ai pu trouver et du coup je suis partie avec ces infos-là. J'avais aussi trouvé un site qui s'appelle blada.com où il y avait des annonces de covoiturage et des annonces d'hébergement. L'idée c'était qu'on voulait dormir vraiment en autonomie, mais que si à un moment on était dans un endroit qu'on sentait moins sécurisé ou dans une ville où il n'y avait pas possibilité de poser son hamac, parce que en agglomération, euh, qu'on puisse trouver un lieu d'hébergement. Notre voyage s'étendait du 7 octobre 2022 au 28 octobre. Donc on est parti de Paris et en vol direct jusqu'à Cayenne. On a atterri à Cayenne et là, je m'attendais à avoir une navette ou un bus qui puisse nous emmener dans le centre-ville puisque je suis allée sur le site blada.com et j'ai trouvé un logement en sachant qu'on voulait vraiment rester le moins possible à Cayenne, qu'on voulait aller assez rapidement proche de la nature. Donc pour aller vers le lieu d'hébergement que j'avais trouvé pour la nuit qui était en dur. Euh, à la sortie de l'avion, on cherchait cette navette et en fait, il n'y en avait pas. J'avais trouvé une ligne de bus et apparemment, elle n'a jamais existé. Donc apparemment, c'est un projet qui s'est retrouvé sur le net avec vraiment la cartographie, mais en vrai, ça n'existait pas. Donc on est allé au café de l'aéroport en demandant mais où est la navette. Ils nous ont expliqué que non, il n'y avait que des taxis ou des taxis collectifs. Et dans ce cas-là, il fallait s'arranger avec des personnes pour aller vers le centre de Cayenne qu'on avait réorganisé parce que dans l'avion évidemment on avait réparti le poids entre cabines et etc. Et pour éviter d'être surchargé et d'avoir un seul sac à dos, notre sac à dos de cabine, on a réarrangé notre sac avant de sortir de l'aéroport et du coup quand on est sorti de l'aéroport tout le monde était déjà parti donc on pouvait même pas se greffer sur des voitures qui allaient vers Cayenne. Donc vraiment on s'est retrouvé sans rien. Et je trouve ça un peu dommage du coup qu'il n'y ait pas même de ligne de bus ou de navette pour aller vers le centre-ville. On a dû se rabattre sur un taxi qui nous a
fait un diagnostic de 20 € pour aller vers le centre de Cayenne. Et en fait, très vite, on est arrivé sur les abords de Cayenne, donc la première zone commerciale un peu industrielle qui s'appelle Family Plaza. Et là, quand on est arrivé à ce coin-là, ça faisait déjà 20 € de taxi. Du coup, on lui a demandé d'être déposé dans cette zone parce que moi, j'avais repéré qu'il y avait une ligne de bus en fonction à partir de cette zone vers le centre-ville. Du coup, il nous a déposé là pour 20 €. Là, on a trouvé effectivement un bus qui nous a emmené vers la gare routière de Cayenne. Donc pour le prix d'un ticket de bus que j'ai plus en tête, mais qui est plutôt très raisonnable. Et là, on a été logé pour la première nuit vers la cité Césaire. Voilà. Ce soir-là, on a posé toutes nos affaires, on a réorganisé nos sacs. Mon parcours, c'était de partir de Cayenne, d'aller vers Saint-Laurent-du-Maroni, de trouver une pirogue qui allait nous emmener vers Maripasoula, et de Maripasoula, trouver un autre endroit pour aller vraiment à l'aventure dans le sud. Le samedi 8 au matin, on est parti en covoiturage en direction Saint-Laurent-du-Maroni. On allait poser sur le marché de Saint-Laurent et là on avait à peu près 10 minutes à pied pour aller vers l'office du tourisme. Lorsque nous y sommes arrivés, notre question c'était où trouver et comment contacter un piroguier qui puisse nous emmener jusqu'à Maripasoula parce qu'on voulait découvrir la ville et partir par la suite un peu à l'aventure dans le sud. Malheureusement, on est arrivé donc un samedi et on nous a dit que la plupart des piroguiers ne partaient pas pendant ce week-end-là. Et on nous a juste indiqué une liste de noms de piroguiers qu'on trouvait sur internet et qui étaient sur des sites dédiés. Donc on les a tous contactés, aucun n'a répondu. Ceux qui ont répondu nous ont dit qu'ils n'avaient pas de départ programmé et donc on était un peu à l'abandon à se dire mais mince comment on n'avait aucun intérêt à rester à Saint-Laurent-du-Maroni, on avait vraiment envie d'aller dans le sud, malheureusement on ne voyait pas du tout comment y arriver. On est retourné à l'office du tourisme et là c'était un peu décevant parce qu'elles n'avaient pas de solution pour nous. Elles nous ont dit d'aller vers la Charbonnière, donc c'est un lieu qui est réputé pour avoir plein de piroguiers, pas forcément officiels, mais qui font la navette en traversant en face, en allant au Suriname, où là il y avait des piroguiers qui partaient avec marchandises ou pas et qui parfois prenaient des gens ou pas pour aller vers Maripasoula. Mais en gros, c'était que de l'incertitude, il fallait juste y aller et en fait poser la question directement, c'est ce qu'on a fait. Lorsqu'on y a été, on nous a dit qu'on pouvait nous faire traverser donc, de l'autre côté vers le Suriname, mais que c'était sans certitude qu'on allait pouvoir partir vers Maripasoula dans l'immédiat. Du coup, on a demandé un peu sur la plage comment être certain, etc. Mais vraiment, la Guyane, il n'y a jamais de certitude. C'est ce qu'on découvrira au fil du voyage. En tout cas, on nous a en fait préconisé de passer la nuit sur place, donc à Saint-Laurent, et de partir vraiment le lendemain matin, de se rendre sur la plage à 5 h du matin, parce que là, on allait pouvoir nous faire traverser le fleuve, et là, on y allait avoir un départ probablement vers 6 h vers Maripa. Donc on est resté sur ces informations et on est allé trouver un couchage du coup, donc là c'était en Carbet. Je crois que c'était 15 € par personne de mémoire, donc on a pu poser notre hamac. Il y avait toilette et douche commune donc dans un espace à côté. Il y avait aussi sous le Carbet un petit endroit où il y avait un frigo et une table pour pouvoir se poser avec des points électriques. Donc ça c'était plutôt chouette. On a pu aller à la messe le samedi soir. On est allé à l'église qu'on avait repérée qui était au bout de l'avenue du Général de Gaulle. Elle était fermée mais on a eu enfin vraiment on a été bénis sur ce coup-là. On a croisé le prêtre qui allait sur une paroisse en voiture. Du coup il nous a pris
Il nous a pris dans sa voiture, on a pu aller à la messe avec lui, après il nous a reposé vers notre lieu d'hébergement. Et là, juste en face, on a trouvé un restaurant qui s'appelle Noya, qui est en fait une poissonnerie qui était récemment ouverte. Et donc, il y avait plein de produits super frais qui étaient cuisinés et possibilité de manger sur place. Donc, on s'est vraiment régalé, on vous le conseille. Le lendemain, on a prévenu notre hôtesse qu'on devait lui rendre les clés à 4h45 parce qu'à 5h, on devait être à la Charbonnière pour trouver un piroguier en direction de Maripa. 5h du mat. On va prendre une pirogue. Mais les piroguiers sont ambiancés. Il y a de la musique, de la dancehall, il y a tout. À manger, il y a du monde. Donc le 9 octobre, on s'est pointé sur la plage du lieu-dit Charbonnière à la recherche d'un piroguier. Et là, en fait, quand on arrivait avec nos sacs à dos, avec l'envie de traverser, par contre, les prix n'étaient pas très très clairs, sachant que c'était une traversée de 5 minutes. Donc il y en a, c'était 20 euros, 15 euros, 10 euros, enfin voilà, il y avait un peu tous les prix. Je crois qu'on a traversé pour 10 euros pour nous deux, de mémoire. Voilà, et une fois qu'on a traversé, on a rencontré un piroguier. Il nous a dit qu'il allait partir assez rapidement vers Maripa, mais qu'il devait juste charger sa pirogue et attendre d'autres personnes qui allaient se déplacer vers Maripa Soula. C'était un moment où il y avait des grèves en fait en Guyane. Tout était bloqué en transport aérien, les écoles étaient fermées. Et du coup, beaucoup de personnes ont privilégié les pirogues pour se rendre dans des endroits qui étaient accessibles uniquement soit en pirogue, soit en avion. Tous ceux qui avaient programmé un avion se rabattaient sur les pirogues. Donc, en fait, il attendait que la pirogue soit pleine pour pouvoir partir. Et finalement, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il allait partir dans l'heure. Et on a dû partir, je pense, vers 10h du matin. Donc, ça a été un peu long cette matinée à attendre. Qui charge la pirogue. Et la plupart étaient mieux informés que nous finalement parce qu'ils arrivaient à 9h, 9h30 avec leur bagage. Alors que nous, on s'était pointé à 6h parce qu'on nous avait dit qu'il fallait venir vraiment très très tôt parce que c'était une longue traversée, ce Maroni jusqu'au sud. Donc on est parti, donc on a regardé un peu sur internet ce qui se faisait en termes de tarifs. Apparemment pour descendre, il y en avait pour 50 euros. Mais en fait on est arrivé et on nous a dit que ça allait être 80 euros par personne. Donc ça a été un peu compliqué de marchander. Nous on voulait absolument pas se faire arnaquer, sachant que là on sentait qu'à chaque fois qu'on demandait des infos, on demandait toujours, enfin on avait l'impression que c'était vraiment des prix à la tête du client et on avait repéré ça déjà depuis Cayenne sur les hébergements, enfin vraiment c'était un peu compliqué. Les prix sont pas forcément, il n'y a pas d'affichage de prix, donc c'est un peu difficile. Et lorsqu'on demandait autour de nous, les gens nous ont dit pour 50 euros vous pouvez aller à Maripa. Et là on nous demandait 80. Après il y avait le prétexte qu'il n'y avait plus de vol et que du coup le piroguier mettait ses prix au prix des vols qui étaient aux alentours de 70 et plus par personne. Voilà, donc on a négocié à 70 euros par personne et apparemment c'était les prix qui étaient appliqués même aux Guyanais. Donc on les a crus sur parole. Euh, mais en fait, il y avait une femme qui voyageait avec nous, qui allait à Maripa. Du coup, c'était un peu compliqué parce que quand on essayait de négocier, elle parlait dans leur langue et je pense qu'elle a payé un peu moins cher que nous parce qu'on a vu en fait de l'argent passer lorsqu'ils déposaient les gens au fur et à mesure et parfois c'était pas la même somme qu'annoncée. Mais bon, en fait, quand on est un peu démuni et aventurier et qu'on n'a pas d'autres moyens de se déplacer, au bout d'un moment on est obligé de céder. Donc on est parti pour 70 euros par personne. Voilà la traversée et en sachant qu'il nous avait promis qu'il allait arriver le soir. Et en fait non.
En fait, on n'est pas du tout arrivé le soir. Une fois qu'on est passé au sud de Grand Santi, il a décidé de s'arrêter en nous disant que bah, c'était tout pour aujourd'hui et qu'on allait arriver à Maripasoula le lendemain. Donc on s'est arrêté côté Suriname. C'était une pirogue où on était une quinzaine de personnes. On a fait quelques arrêts, souvent côté Suriname, vers des espèces de grands hangars qui sont tenus par des Chinois, où en fait on peut trouver, c'est comme des épiceries en fait, un peu de tout, de la tongue, culotte, déodorant, bière fraîche, petits snacks, voilà. On s'est arrêté côté Suriname pour la nuit. Pendant le voyage, on s'est aperçu que vraiment il fallait se couvrir parce que le soleil est très très violent et on s'est fait vraiment, on a été cramé le long de ce premier jour de traversée. On n'avait pas été prévoyant, on avait mis de la crème solaire genre le matin, mais en fait il faut l'avoir toute la journée et puis les gens ont carrément des parapluies. Enfin, se cachent vraiment du soleil et ils ont bien raison. Ce qui est super, c'est que du coup, ben, la pirogue, c'est vraiment nature. Les seaux, donc les petits endroits où il y a un peu de courant parce qu'il y a un peu des pierres vu qu'on est en saison sèche en octobre. Donc c'était un peu impressionnant et vraiment le piroguier a assuré sur le voyage. Après, on s'est dit que vraiment on allait lui donner les 80 € parce que ben, il était fort quoi et vraiment on remettait notre vie entre ses mains. Parfois c'était vraiment chaud et il a toujours été hyper serein, hyper calme et on était vraiment contents d'arriver à bon port. Donc lorsqu'on s'est arrêté pour la nuit côté Suriname en direction de Maripa, euh, on est arrivé dans un endroit où il y avait un immense carbet et où il y avait peut-être ouais, une vingtaine de personnes qui pouvaient installer leur hamac. On a pu se laver dans la rivière, laver notre linge, le mettre à sécher. Et là, on est allé manger dans un petit resto un peu cabane tenu par des Brésiliens. Donc quand on est arrivé, on s'est assuré du prix parce qu'on a repéré que nous, c'était un peu à la tête du client. Donc là, on a bien parlé en espagnol. Elle parlait brésilien, mais on a réussi à se comprendre. Et elle nous a dit que le repas, c'était moins de 10 € par personne, avec juste un plat principal et une boisson. Donc nous, ça nous allait. Et en fait, au moment de payer, et ben, elle a fait semblant qu'on se soit mal compris et elle nous a doublé le tarif. Lorsqu'on est retourné dormir dans nos hamacs, on a discuté avec nos voisins qui avaient été manger un peu plus loin, qui avaient une petite barquette avec du poulet, du riz et de la sauce et des légumes. Et eux, ils avaient payé 4 € leur repas. Donc voilà le problème des touristes. En fait, on s'est dit, mais la Guyane, c'est français, donc il y aura toujours moyen en fait, d'être au clair, d'avoir un affichage. Bon, là, on était côté Suriname, mais la Guyane est tout pareil. Donc voilà, un peu déception de, encore une fois, se faire rouler tout le temps, parce qu'on n'est pas des locaux de Guyane. Voilà, donc première nuit, on a très très bien dormi. On est parti au petit matin à 6 h, vraiment au lever du jour, dès que la visibilité était bonne pour pouvoir naviguer sur le fleuve. Et on est arrivé à Maripasoula plutôt vers 10 h du matin, je pense. On n'avait pas de solution de couchage, du coup il fallait qu'on trouve rapidement où poser notre sac à dos parce que c'était quand même un sac de 22 kilos, donc plus on posait vite, mieux c'était. Et là, on s'était aperçu que partout où on allait, il fallait vraiment avoir de l'argent liquide parce que personne n'est équipé de terminaux bancaires. Donc on a été à la seule banque disponible qui est la Poste. Sauf que là, il y avait un problème à la tirette et du coup impossible de tirer de l'argent. Donc un peu, donc il nous restait un petit peu, mais du coup il a fallu qu'on soit vachement vigilant et heureusement le lendemain, il y avait de nouveaux moyens de tirer de l'argent, mais en tout cas c'est des petites choses sur lesquelles on n'était pas attentif spécialement parce qu'on était en Guyane et que c'était la Guyane française, mais en fait non, c'était vraiment l'aventure jusqu'au bout et pas de terminaux bancaires, pas de prix affiché
Et donc, il fallait être bon gestionnaire et avoir vraiment l'espèce un peu d'avance. On a pu poser nos affaires, on est allé vadrouiller pour découvrir la ville, pour trouver où manger aussi. Et là, il y a 2 restaurants qu'on vous conseille vraiment, qui sont l'un en face de l'autre. Il y a Chez Maryse, qui est une cuisinière haïtienne qui cuisine extrêmement bien, avec des plats haïtiens typiques, mais trop bien préparés. J'en salive juste d'y penser. Et vraiment avec des prix raisonnables et très gentil. Très gentil. Et elle cuisine en direct, donc c'est assez frais, donc c'était plutôt bien. Et puis juste en face, il y avait le célèbre restaurant chez Madame Dédé. Et donc là, des plats typiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on a pu manger vraiment des viandes qu'on ne trouve pas en France métropolitaine. Donc c'était super chouette. Et aussi une ambiance parce c'est un peu le lieu où tout le monde vient, tous les voyageurs. Donc on a croisé aussi d'autres personnes qui étaient comme nous en vadrouille ou d'autres qui venaient faire des thèses ou des gens qui venaient voilà, faire du commerce mais qui venaient de métropole, enfin qui venaient s'installer. Donc un peu des gens de tous les univers et donc c'était chouette aussi pour ça. Madame Dédé, c'est vraiment le lieu, the place to be quoi. Donc on a passé 2 nuits à Maripasoula. À Maripasoula, on avait repéré des sentiers de rando. Donc on s'était dit qu'on allait un peu découvrir la ville, faire des sentiers aux alentours pour faire une immersion un peu nature. Qu'on n'allait pas forcément dormir en carbet. Nous, ce qu'on voulait, c'est, on portait notre sac à dos avec tout le nécessaire, ben, le but c'était vraiment de dormir en extérieur. Donc on est allé à l'office du tourisme. Et là, il était fermé. Et en fait, pendant tout le temps où on était à Maripasoula, en fait, il est resté fermé. Les personnes étaient injoignables parce qu'il y avait la grève. Il n'y en avait aucun qui faisait du télétravail, donc aucune ligne ne fonctionnait. Donc là, on était très déçus parce qu'on s'est retrouvés encore une fois livrés à nous-mêmes avec des informations de sentiers existants sur un livret qui est téléchargeable en ligne, où il y a un peu toutes les infos de la Guyane. Et est-ce que les sentiers étaient entretenus, par exemple? Ce qui n'a pas été toujours le cas on s'y est essayé. On a essayé de joindre aussi le centre du parc Amazon Guyane pour avoir des infos, mais en fait personne ne répondait. Donc, on s'est référé aux sentiers existants et on les a fait. Il se trouve que c'est des sentiers où en fait c'est de la terre battue rouge, mais où du coup c'est pas de l'immersion en forêt. Oui, il y a un peu de forêt à droite et à gauche de nous, mais en vrai on fait que marcher en plein soleil sur un chemin. Et on n'avait qu'une envie, c'est d'aller à un endroit nature, à un endroit sauvage où vraiment kiffer notre voyage quoi. Le 12 octobre au matin, on a quitté notre carbet à Historian et on s'était renseigné. On nous avait dit que au club de kayak de Maripa, il y avait des pirogues qui partaient vers le sud dans des villages amérindiens. Donc on s'est dit que ça allait être une destination possible. Évidemment, il n'y avait pas de planning de passage de pirogue, ni de nom officiel de piroguier. En gros, on nous a dit allez-y, vous allez trouver des piroguiers, vous leur posez la question et peut-être que vous allez trouver des familles aussi. Il y a une personne qui nous a dit mais allez à Antekumpata. Du coup, on est allé voir sur internet ce qu'était ce village. Et il se trouve que dans les années 60, il y a un Lyonnais, un ouvrier lyonnais qui s'appelle André Cogna, trouvé en village amérindien, donc à Antekumpata, et c'est des Indiens Wayana. Il s'est marié avec une femme Wayana et il a fondé sa vie, sa famille dans ce village, il a créé le village. Et puis il a œuvré aussi pour que la terre soit reconnue comme appartenant au Wayana. Voilà, donc on nous a parlé d'un piroguier qui s'appelait Jésus et qu'il fallait attendre et qu'elle arrivait un moment. Du coup, on a attendu Jésus. Il est arrivé 2 heures plus tard, en gros, et il nous a fait traverser juste en face au Suriname.
Là, on a pu faire quelques courses d'appoint, genre des snacks, un peu de bière, etc. De boissons fraîches aussi. Et puis, on a été du coup en direction d'Antequum-Pata. Donc, on est arrivé le 12 dans ce village. Lorsqu'on est arrivé avec David, on s'est dit qu'il fallait trouver le chef du village pour se présenter. On a rencontré aussi une équipe infirmière parce qu'il y avait un petit centre de santé qui venait de métropole. Donc c'était chouette d'avoir des personnes qui parlaient le français, qui ont pu nous aiguiller aussi sur où aller aux toilettes, c'est-à-dire dans la rivière, où se laver dans la rivière, où laver son linge dans la rivière, enfin nous montrer un peu les endroits. On s'était renseigné et on avait lu en fait partout que dans les villages amérindiens, il y avait des carbets d'accueil qui étaient gratuits au centre du village. Et nous, comme on voulait être en mode aventure et en même temps rencontrer les habitants, on s'est dit que ça allait être parfait. Et en fait, quand on est arrivé à Antequum-Pata, et ben, il y a une association qui a été créée. Et en fait, l'accueil des voyageurs se fait en fait, ils nous disent que c'est 10 € par nuit pour dormir dans une pièce qui est fermée où on peut accrocher notre hamac. Qui est un peu au milieu du village pour le coup, ça oui. Mais du coup, on a été déçus déjà de ne pas être logé gratuitement en fait, de ne pas avoir un endroit où poser notre carbet comme ça parce que c'était un peu le but de l'aventure, d'être accueilli totalement et de manière inconditionnelle. Et en fait, donc on nous a dit voilà, c'est 10 € par nuit, voilà votre clé. Et là, on était fermés dans une salle quoi. Donc finalement, ça n'engageait pas les habitants, les locaux à venir nous voir. Donc on s'est quand même installé un petit hamac devant la pièce où on dormait. Et on est allé laver notre linge à la rivière. On essayait d'être souriant, d'un peu montrer qu'on était là pour rencontrer des gens. Enfin, bon. Mais les gens étaient un peu dans la réserve parce que tout le monde ne parle pas français en fait dans les villages. Donc il y a certains curieux qui s'avançaient et qui disaient vous vous appelez comment. Donc là c'était chouette, on a pu discuter. Un Indien Wayana qui s'appelle Tom Pouce qui est venu nous parler, qui était très ouvert et on lui a proposé de boire un café avec lui. Et il a bien voulu, donc il nous a accueillis, il nous a dit ok demain passez à la maison. Donc moi à chaque fois, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, à chaque fois j'emmenais avec moi un petit sac sous vide de nourriture que j'avais sèche, que j'avais préparé en avance pour leur faire goûter en fait des choses qu'on peut manger ici. Donc c'était chouette, il nous a offert un café, on a pu rencontrer sa famille, il nous avait préparé à manger aussi du poisson, donc très sympa. Après David a pu aller jouer au foot parce que tous les jours, je crois à 15h, il y avait match de foot avec tous les garçons du village. La plupart en fait habitent dans le village et ne bougent pas trop, ils vivent un peu des minima sociaux parce que il n'y a pas de travail forcément dans le village, il n'y a même pas de restaurant ou d'épicerie, donc faut vraiment ils vivent vraiment en autonomie. Lorsqu'ils ont besoin de faire des achats, ils prennent leur pirogue et ils vont à 20 minutes de là, côté Suriname, où il y a encore une fois des Chinois qui tiennent des hangars avec des épiceries. Les produits sont assez chers, vraiment c'est assez cher et sinon ils prennent leur pirogue, ils vont dans leurs abattis cultiver leurs terres, ils mangent beaucoup de manioc et puis et du poisson. Lorsqu'ils veulent travailler, vont dans les grandes villes comme Maripa, mais pour le coup c'est des frais parce qu'il faut y aller en pirogue, parce que il faut s'y loger pour travailler et finalement mis bout à bout ça coûte plus cher que de rester dans le village. Donc c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Il nous a dit que donc on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait le lendemain, qu'on avait envie de découvrir sa vie, son quotidien. Et il nous a dit je fais rien d'intéressant, demain je vais sur mon abatis pour cultiver ma terre.
Et nous, on lui a dit, mais c'est ça qu'on veut, bah trop bien, nous on veut voir votre vie en réel, donc si vous voulez bien de nous, ben, on vous accompagne avec votre famille sur votre abbati. Il avait commencé à brûler une partie pour brûler un peu les cultures. On a pu faire des tas de bois, après les faire brûler, retourner la terre, planter du manioc. Les parents et les enfants qui travaillent ensemble. Leurs abattis, ils construisent toujours un petit abri de fortune parce qu'ils y passent leur journée. Donc c'est un abri qui est fait vraiment avec des troncs d'arbres, un peu comme une ossature où ils peuvent mettre des hamacs pour faire leur sieste avant de reprendre le travail dans l'après-midi. Des tables, pareil avec des branches qui plantent en faisant 4 pieds, après des branchages mis les uns sur les autres, pareil, ossature en bois et puis par-dessus on peut poser la marmite, donc trop astucieux. On a fait la vaisselle dans la rivière. Donc le soir, on est rentré tout content et le lendemain, il nous a proposé de nouveau le lendemain aller avec lui sur son abattis, ce qu'on a fait. Entre-temps, on a croisé dans le village un chasseur qui a ramené de la viande qu'on a achetée et qu'on a ramené chez eux. Sa femme l'a cuisiné, on a partagé le repas ensemble. On a pu découvrir aussi le couac, donc c'est du manioc qui a été bien pilé, ça ressemble un peu à une semoule et eux ils réhydratent soit avec le jus du courbouillon de poisson, soit avec le jus de viande, soit avec de l'eau tout simplement. Et c'est un peu l'accompagnement ordinaire, donc c'est pas mal, c'est hyper pratique. Et c'est plutôt nutritif et on a pu goûter aussi le fameux kachiri, donc pareil c'est la boisson fermentée à base de manioc. Donc là, c'est plutôt acide. Moi, j'ai pas trop aimé, mais c'était important pour eux de nous en offrir. C'était vraiment hyper généreux et c'est vraiment la boisson de la fête. Donc on l'a bu et on était content de partager ça avec eux. Et de découvrir surtout parce que c'est une saveur que moi je ne connaissais pas. On a pu aussi découvrir le savoir-faire Wayana, donc il y a des tressages à base pour faire des paniers à base de plantes. Il y en a qui font des perles, par exemple là la fille de Tom Pouce fait des perles, des bijoux soit d'oreilles, colliers, bracelets. Et il y a aussi des poteries qui sont faites. Il y a une autre famille qui habitait juste derrière la maison Konya qui nous a accueillis lorsqu'on passait en vadrouille pour un peu découvrir les abords du village. On a rencontré le père de cette famille qui allait à la pêche, donc on lui a proposé le soir d'aller à la pêche, donc il y allait de nuit, la nuit tombée. Donc on est allé pêcher avec lui, après il a cuisiné le poisson, on a partagé leur repas et c'était super super agréable. Vraiment ça a été une des meilleures parties de notre voyage parce qu'on était vraiment accueillis dans ce village, les gens avaient envie de nous parler. Et là, cette famille, ils nous ont dit, mais demain, si vous voulez, on va en forêt, on va dormir en forêt, on vous fait découvrir la vie. Et comme on avait pu voir sur les jours-là avec Tom Pouce, malheureusement, on avait réservé des choses pour la suite de notre voyage et on ne pouvait pas s'éterniser. Mais vraiment, c'était hyper agréable d'avoir passé ces moments-là avec ces locaux. Au partir du village, en fait, il y a des piroguiers qui passent par les petits villages tous les matins à 6 h du matin en direction de Maripa pour tous les écoliers. Pour une fois, on avait une info un peu établie d'une récurrence pour pouvoir se déplacer. Et donc le 16 au matin, on est reparti vers Maripasoula. Là, on a décidé, une fois arrivé, de se lancer vers une nouvelle rando sur un sentier. On s'est trouvé devant plein de branchages et même avec nos machettes, on n'arrivait plus à avancer.
Mauvaise info, donc on a rebroussé chemin, on est tombé sur une poubelle sauvage, mais qui est même pas sauvage en fait, je pense qu'ils collectent les poubelles et qu'ils les mettent sur un endroit de la nature quoi. Et en fait on a vu en Guyane que même sur les pirogues, les gens ils mangent dans des barquettes et après ils balancent, même les bières ils balancent par-dessus bord. Le traitement des déchets c'est horrible, c'est horrible, horrible, horrible. On est allé manger, se réconforter chez Madame Dédé, qui est très gentille, super ouverte, et on était bien contents de manger un bon plat. Voilà, on a passé la soirée à Maripa.